À quelques heures de l'élection présidentielle de novembre 2016, la plupart des commentateurs politiques américains semblent confiants. Le New York Times donne à Hillary Clinton plus de 90% de chances de l'emporter, 98% pour le Huffington Post. 100% chance. You still think she has a 100% chance of winning the election? I do. D'abord, Clinton remporte plusieurs États très peuplés du Nord-Est, une habitude pour les démocrates. Les premières inquiétudes apparaissent lorsque tombent les résultats de la Floride. Donald Trump a remporté l'État de Floride, un État qu'il devait remporter à tout prix pour s'assurer la victoire. Il devance désormais Hillary Clinton. Vous le voyez juste là, 222 votes contre 197. En France, on se couche tout de même persuadé qu'Hillary Clinton sera présidente. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la soirée se poursuit. Donald Trump remporte la plupart des États du Sud et du Midwest, ce qui était attendu, ainsi que, et c'est plus surprenant, les États industriels de la Rust Belt. Sur les plateaux télé, certains journalistes semblent abasourdis. C'est une énorme nouvelle. On nous annonce que Donald Trump a remporté l'État de Pennsylvanie. Ça y est, c'est plié. On ne voit pas comment Hillary Clinton pourrait gagner maintenant. Hillary Clinton a beau remporter les États très peuplés de la côte ouest, c'est trop tard. Elle est largement devancée. Sa défaite apparaît très clairement dans la nuit. Quelques heures plus tard, à l'heure du réveil en France, c'est le choc. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est désormais officiel. Le républicain Donald Trump a gagné l'élection présidentielle américaine, déjouant tous les pronostics, les sondages et les analyses. C'est quand même, malgré tout, une énorme surprise. C'est lui, le milliardaire, l'homme d'affaires, qui va gouverner la première puissance mondiale. Personne, pas même eux, ne semble vraiment y croire. Pourtant, voici les nouveaux occupants de la Maison-Blanche. Le clan Trump, autour de l'inattendu 45e président des États-Unis. Donald Trump est le grand vainqueur de l'élection. Hillary Clinton, la grande favorite, ne deviendra pas la première femme présidente des États-Unis. My fellow Americans. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. The president is dead. I am asking for your help and assistance to be president for the next 4 years. This is not the outcome we wanted. Loser! Donald Trump ou Kamala Harris. Dans moins de 2 mois, l'un des deux sera élu président des États-Unis, faisant de l'autre un perdant historique. Lui, parce qu'il serait le premier ancien président à perdre 2 élections, elle, parce qu'elle deviendrait la candidate malheureuse à la campagne la plus fulgurante. L'histoire américaine regorge de ces losers magnifiques, et cette semaine dans La Loupe, on vous brosse le portrait de 5 d'entre eux. 5 perdants dont la défaite a eu un impact presque aussi retentissant que la victoire de leur adversaire. Certains sont restés très célèbres, d'autres sont tombés dans l'oubli, mais derrière leur histoire se dessine aussi celle de la politique américaine. Loser, une histoire des élections américaines, est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, produite par Mathias Pengili et réalisée par Jules Cros. Dans La Loupe cette semaine, on vous a brossé les portraits d'Al Gore, de Barry Goldwater, de Bobby Kennedy et de Gerald Ford, 4 anciens candidats à la présidentielle qui n'ont pas réussi à se faire élire. Et pour terminer cette semaine, il nous fallait évoquer un dernier perdant, ou plutôt une dernière perdante, dont la défaite, inattendue, a traumatisé plus d'un observateur de l'Amérique. Hillary Clinton, elle aurait été, si elle avait été élue, la première femme présidente. Nous sommes une fois encore en compagnie de Françoise Coste, professeure de civilisation américaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Et selon elle, Hillary Clinton était vraiment taillée pour la présidence des États-Unis. En 2016, Hillary Clinton, quand elle devient candidate, c'est sans doute, dans l'histoire des États-Unis, l'une des candidates à la présidence la plus capée de l'histoire. Elle a tout fait. Elle a été First Lady d'abord dans un État, puisque son mari Bill était gouverneur de l'Arkansas. Après First Lady des États-Unis. Bon, c'est pas nécessairement des positions politiques, mais ça donne quand même une idée de comment fonctionne le monde politique américain. En 2000, à la fin du mandat de son mari, elle s'est fait élire sénatrice de New York. Là, pour le coup, élue pour la première fois sur son propre nom, et puis un poste très important. Elle a été réélue sénatrice en 2006, très facilement. En 2008, elle a été candidate à la présidence des États-Unis, mais elle a bien sûr perdu dans les primaires contre Barack Obama. Mais ils ont fait la paix, puisque Barack Obama l'a nommée de 2008 à 2012 ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État aux États-Unis.
Et puis en 2012, la réélection d'Obama, elle s'est retirée du gouvernement pour préparer sa candidature de 2016. Donc vraiment une très longue carrière politique à plusieurs niveaux. Enfin, voilà, beaucoup plus expérimentée, on va dire, que beaucoup d'hommes qui, eux, ont été élus président des États-Unis. En 2016, c'est le camp démocrate qu'elle représente. Mais Hillary Clinton vient en réalité d'un milieu nettement plus conservateur. Elle vient d'une famille républicaine. Elle est dans l'Illinois. Son père est aussi un petit homme d'affaires. La famille est bourgeoise et c'est une famille républicaine. Donc elle vient d'une famille de droite. Elle est brillante. Elle va à la fac, à Yale, et c'est là qu'elle rencontre Bill. Et ils sont deux esprits brillants. Tout le monde est d'accord pour dire que Bill, c'est Monsieur Charisme, la personne la plus gentille, la plus impressionnante qu'ils aient jamais vue. Et elle, c'est le cerveau, quoi. Plus froide, mais le cerveau est en réalité plus brillante que lui, qui est déjà très brillant. Donc c'est de la génération, on va dire, des 68A. C'est important parce que elle va rompre avec son moule familial, puisqu'elle va à la fac dans l'ébullition post-68, on va dire, et elle bascule à gauche comme lui, en devenant, comme beaucoup de femmes de sa génération, féministe. Donc elle devient avocate dans les années 70. D'ailleurs, elle travaille dans la commission parlementaire sur le Watergate. C'est comme ça, en fait, qu'elle rentre en politique. À l'époque de ses études à Yale, Hillary Clinton est un modèle pour ses camarades. Certaines de ses amies lui prédisent déjà un destin présidentiel, ce qui était impensable pour une femme avant les années 70. Alors qu'elle aurait pu être recrutée par n'importe quel cabinet d'avocats à New York ou Washington et faire carrière, Bill décide de retourner à l'Arkansas. Elle le suit. Et l'Arkansas, c'est dans le sud, c'est pauvre, mais tous les États du Sud sont pauvres, mais l'Arkansas, c'est un État agricole, il n'y a pas de grands centres urbains, il n'y a pas vraiment de grandes universités. Et puis c'est la fin des années 70, ça fait à peine 10 ans après la fin de la ségrégation. Donc c'est un État avec une histoire raciale compliquée. Donc loin des cabinets d'avocats de Wall Street ou de Washington, voilà, les jeunes Clinton partent là. Et Bill fait sa carrière. Et elle le suit, elle est suiviste. Et beaucoup de ses copines lui disent, mais tu t'es sacrifié pour lui. Et ça va être un grand fil rouge de leur relation. Cette loyauté sans faille d'Hillary pour Bill. Bill Clinton est élu gouverneur et sa femme Hillary est donc première dame de l'Arkansas. Une première dame pas tout à fait comme les autres. Le gouverneur de l'Arkansas, à l'époque, aujourd'hui aussi je crois, il gagne tellement peu d'argent parce que c'est un État tellement pauvre qu'elle rejoint un cabinet d'avocats dans l'Arkansas. Et ce qui est la folie à l'époque dans l'Arkansas, en tant qu'avocate, elle garde son nom de famille de jeune fille. Elle se fait appeler Hillary Rodham Clinton, ce qui lui sera plus tard beaucoup reproché, alors que c'est quand même un geste féministe à minima. Bon. Mais voilà, lui, il fait sa carrière, ils ont une fille, il se fait élire gouverneur plusieurs fois. Donc elle est First Lady. On sent que ça la passionne pas tant que ça, mais bien entendu, ils le savent, le but c'est d'être président. Et en 92, donc Clinton est candidat aux primaires démocrates, et là, elle le soutient à fond. Et elle devient, un peu comme Bobby Kennedy avec John, un membre de la famille qui est partie prenante de la campagne. Ce qui va faire grincer beaucoup de dents, avec l'idée qu'on vote pour un homme, pas pour un couple. J'aurais pu rester à la maison, faire des cookies et prendre le thé, mais j'ai décidé de faire mon métier, que j'ai commencé avant que mon mari n'entre en politique. Pour les Clinton, pas question qu'Hillary se mette en retrait comme les premières dames qui l'ont précédée. Et elle n'a pas peur de le dire, elle est déterminée à jouer un rôle dans la campagne et au-delà. Quand Clinton il est candidat, sa grande promesse, c'est de faire la sécurité sociale, l'assurance santé, qui n'existe pas aux États-Unis. Et elle est à fond pour ça. Et donc, quand Clinton a été élue, elle était enthousiaste pour la réforme de la sécurité sociale, et en tant que personne très compétente qu'elle était, elle n'est pas devenue ministre, mais Clinton lui a délégué la gestion de la réforme de l'assurance santé. Ils ont fait un projet de loi qui s'est fait appeler Hillary Care. Elle va être détruite par ça, par la presse et par les républicains. Et donc Hillary Care va échouer en 93, et ça va être enterré jusqu'à Obama qui va faire Obamacare. Quand il y a le retrait du projet de loi de l'assurance santé, tout le monde est d'accord pour dire que si ça a échoué, c'est à cause d'elle. Et donc on bascule dans dans la période numéro 2 de sa vie de First Lady, où là, un peu forcée contre son gré, c'est clair, elle se dit, je me suis brûlé les ailes, je vais devenir la First Lady habituelle.
Et donc là, il y a un changement de look, les cheveux plus longs, les tailleurs rose bonbon, inaugurer des chrysanthèmes, organiser l'arbre de Noël de la Maison Blanche, voilà. C'est pas son truc, mais elle est obligée de le faire parce qu'elle s'est grillée en voulant être trop politique. Hillary Clinton ronge son frein pendant les 2 mandats de son mari et elle encaisse tout, même le pire. Sa famille est frappée de plein fouet par l'affaire Monica Lewinsky. C'est cette femme qui aurait enregistré des conversations téléphoniques au cours desquelles Monica Lewinsky racontait sa liaison avec Bill Clinton et surtout les pressions exercées par le président américain et son avocat pour qu'elle fasse une fausse déposition devant le procureur. Une accusation qui, dans la vie politique américaine, est autrement plus grave qu'une simple liaison extramaritale. Et malgré les critiques de nombreux commentateurs, elle n'abandonne jamais Bill. Elle a refusé de parler de sa vie privée, elle a placé ça sur le plan politique, elle a dit c'est une cabale de l'extrême droite contre son mari, ce qui était vrai. C'est devenu un scandale politique par une sorte de cabale montée par des idéologues, des journalistes conservateurs. Elle a sauvé la fin de la présidence de son mari, et semble-t-il, il y a eu un deal entre eux, que si elle le sauvait dans l'affaire Lewinsky, il soutiendrait son émancipation politique. Lui, en se retirant de la vie politique à la fin de son mandat en 2000, elle a dit bon, c'est mon tour. Et même s'il n'était pas d'accord, il n'a pas eu le choix. Et c'est pour ça qu'elle a enchaîné dès 99. Donc Clinton, Bill était encore au pouvoir. C'était sa dernière année à la présidence. Elle a lancé sa campagne à New York pour être sénatrice. Son ascension politique commence donc véritablement en 2000. Elle se fait élire au Sénat, elle a alors 53 ans, puis elle est réélue en 2006 et rejoint l'administration Obama entre 2008 et 2013. Comme elle avait été déjà candidate en 2008 et qu'elle avait perdu contre Obama, il y avait l'idée qu'à la fin des années Obama, c'était un peu son tour. Voilà, il y avait cet aspect là aussi qui est pas très démocratique quand on y pense, mais que elle n'avait pas démérité, elle avait super bien bossé comme secrétaire d'État, donc il n'était que justice que ce soit elle qui l'emporte, que ce soit la candidate démocrate en 2016. Mais en interne, au sein du parti, ça n'a pas fait d'unanimité, puisqu'on se rappelle bien qu'elle a eu un adversaire de marque, ça a été long la campagne des primaires en 2016, puisque Bernie Sanders s'est présenté contre elle. Avec là, l'idée d'une fissure idéologique au sein du parti, où Bernie, ce serait la gauche du parti, et elle, l'héritage clintonien et obamien, plutôt des centristes, la droite du parti démocrate, on va dire, par rapport à Bernie Sanders. Ça a été dur pour elle, mais quelque part, ça l'a légitimée aux yeux du parti et des médias aussi. Et puis ensuite, ça c'est important, elle a été plutôt bien soutenue par Bernie dans la campagne 2016. Pas nécessairement par les fans de Bernie, mais au sommet du parti, il y a quand même une réelle unité. Bernie Sanders, il a joué le jeu. Une fois les primaires remportées et Hillary Clinton légitimée, un nouvel adversaire se dresse sur sa route et il ne ressemble à aucun autre. C'est bien sûr Donald Trump. Et là, on sent qu'elle ne sait pas trop comment faire de devoir affronter Trump. Personne au sein du parti n'a trouvé la stratégie pour l'emporter contre lui. Et Hillary Clinton, elle ne le sait pas plus. Donc, j'ai dit qu'elle était très expérimentée, sans aucun doute. Par contre, elle n'est pas non plus nécessairement une bonne candidate. Par rapport à son mari, qui était justement considéré comme l'un des meilleurs orateurs du XXe siècle, elle passe très mal dans les médias et à l'oral. Elle ne sait pas faire de grands discours, elle se fait attaquer sur son physique, des questions qu'on ne pose jamais sur les hommes. Est-ce qu'elle a eu de la chirurgie esthétique? Comment elle s'habille? Comment elle se coiffe? Bon. Et face à elle, elle a un monstre qui lui fait le show, sait occuper l'espace, il parle pas bien, non, mais il parle fort, et il attire l'attention, tout ce que elle ne sait pas faire, quoi. Et il va avoir une couverture médiatique comparé à elle, mais 10 fois plus vaste. N'importe quel de ces discours va être retransmis sur toutes les chaînes d'infos gratuitement en entier, ce qui n'est jamais le cas pour elle. Médiatiquement, elle tombe sur un os, qui s'appelle Trump. Depuis le temps qu'elle est dans le sérail, Hillary Clinton pense tout de même avoir les atouts pour l'emporter, et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Elle est pendant toute la campagne la favorite. Et c'est ça aussi qui va la précipiter sa perte, parce que tout le monde est convaincu qu'elle va gagner. Chez les républicains aussi, en réalité. Dans la presse, les sondeurs, au Parti démocrate. À la fin du mandat d'Obama, il y a plein de trucs qui laissent en plan. Il commence l'ouverture à Cuba, tout le monde a oublié ça. Il aimerait suspendre l'embargo. Il le fait pas en se disant, il arrive, finira ça. Il y a aussi un siège à la Cour suprême vacant. Il a nommé un juge, les républicains le bloquent. Il aurait pu faire le forcing. Il le fait pas en se disant,
Hillary réglera ça. Il y a sur plein d'idées, il y a Hillary le fera. Donc il y a un aveuglement collectif sur son intronisation future. D'où effectivement le coup de massue du soir de l'élection. La défaite d'Hillary Clinton est éclatante. Elle n'obtient que 227 grands électeurs, Donald Trump en réunit plus de 300. Un résultat décevant, d'autant qu'à l'échelle du pays, elle obtient plus de 3 millions de voix supplémentaires. C'est la première fois que le résultat d'une élection donne un tel écart entre la composition du collège électoral et le vote populaire. Quand on analyse la carte électorale de 2016, ce qui fait que Hillary Clinton elle a perdu l'élection, c'est qu'elle a perdu de justesse, mais elle a perdu la classe ouvrière blanche dans les vieux États industriels de la Rust Belt, type l'Ohio par exemple, ou le Michigan. Donc ça s'est joué à quelques milliers de voix à chaque fois. Donc des vieux États industriels qui souffrent de la délocalisation en particulier, du chômage de la classe ouvrière, et les démocrates, Hillary Clinton, ont commis 2 erreurs. Comme c'est des États ouvriers, historiquement c'est des États démocrates, ils les ont considérés comme acquis. Donc ils ont fait très peu de pubs, très peu de campagnes, et n'a jamais fait une seule sortie de campagne, un seul discours, un seul meeting dans le Wisconsin, qu'elle a perdu de quelques milliers de voix. Donc ça lui a été très reproché de considérer ce type d'État comme acquis. Mais en plus, elle a pris un autre risque qui courageux mais désastreux. Quand elle a parlé dans des États comme l'Ohio à la classe ouvrière blanche qui souffrait, elle leur a pas dit, comme Trump, votez pour moi, je vais faire revenir les usines, on va reconstruire des pneus ou des machines à laver dans l'Ohio. Elle leur a dit, il faut se rendre à l'évidence, c'est fini, cette histoire industrielle. Mais tant mieux, parce que le 21e siècle, ce sera le siècle de la transition énergétique. On va plus avoir ces métiers peu payés et sales, où vous allez à la mine respirer de l'amiante ou quoi. Elle a dit, on va vous former, vous allez vous renouveler, on va créer les jobs verts du futur, et elle a raison sur le fond, c'est ça qui va se passer. Ces métiers, ils sont morts dans des pays industrialisés comme les États-Unis. Elle a été honnête et courageuse, mais quand vous travaillez dans une usine ou à la mine, vous n'avez pas envie de devenir codeur pour un job vert, vous avez envie de garder le job que vous connaissez. Et donc, elle a provoqué un ressentiment culturel qui a donné l'impression, pas erronée, que certaines élites de gauche sont tellement dans le futur qu'elles oublient de gérer le présent et les préoccupations hyper concrètes des gens pas favorisés, en particulier de la classe ouvrière, aujourd'hui. À l'inverse, elle a engrangé de très nombreux suffrages dans les États les plus urbanisés et dans les métropoles des deux côtes, dans tous ces territoires qui, aujourd'hui, boostent la croissance économique des États-Unis. L'Amérique qui réussit, elle a voté pour elle. C'est-à-dire pour ça qu'elle a remporté le vote populaire. La majorité des Américains a largement voté pour elle, puisqu'elle a eu 3 millions de voix de plus que Trump. Mais Trump a gagné plus d'États et il a remporté le collège électoral. Ce que ça raconte, c'est qu'Hillary Clinton, elle a fait une campagne de rationalité. Affrontons les problèmes, ne mentons pas au peuple, disons la vérité sur l'énergie verte ou la transition écologique, par exemple. Donc elle a fait une campagne rationnelle, de bureaucrate, parce qu'elle est aussi un peu ça, elle est un peu technocrate, quoi, face à la montée de la vague populiste. Avec de l'affect, des mensonges, de l'hystérie, de l'excès, caresser les gens dans le sens du poil. Et elle s'est pris le mur populiste sur la figure. Ce triomphe du populisme sur la rationalité, il est particulièrement prégnant dans l'affaire des emails. Tout au long de la campagne, Donald Trump et son entourage ont accusé Clinton d'avoir utilisé sa boîte mail de secrétaire d'État pour des conversations privées. Le scandale a été monté en épingle dans les médias pendant de nombreux mois et la candidate n'a jamais réussi à minimiser l'importance de cette affaire. La vérité, c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde a plusieurs comptes email et personne, soyons honnêtes, ne l'utilise de manière hermétique. Donc tout le monde le fait, mais tout le monde lui est tombé dessus. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas tant de scandales que ça. Elle était compétente, elle était honnête. Donc comme Trump, il y avait plein de scandales, la cassette, de l'émission où il dit Grab them by the pussy. Enfin bon, il fallait trouver des scandales à Hillary, autrement Trump accuserait la presse d'être vendue à Hillary. Et Hillary, là aussi, parce que des fois, elle s'est très mal défendue. Elle a mis du temps à réaliser que ça a plombé sa campagne, elle s'est mal défendue, voilà. Un autre aspect, souvent ignoré, a certainement joué un rôle dans cette débâcle.
Hillary Clinton est une femme et elle essuie des critiques qu'aucun de ses adversaires masculins ne doit affronter. On va la critiquer pour la façon dont elle rigole, quand elle rit. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement les arguments utilisés contre Kamala Harris aujourd'hui. Et je crois qu'on minimise d'abord la question misogyne dans sa défaite. La presse en a peu parlé parce que ça faisait mauvais genre de se dire quand même est-ce que les gens sont prêts pour une femme présidente, parce que elle était tellement compétente que ça semblait évident qu'elle pourrait être une bonne présidente. Mais je pense que au fond de la population américaine, il y a eu quand même un petit blocage, en tout cas un blocage suffisant pour convaincre beaucoup de gens de voter pour Trump. Cette défaite d'Hillary Clinton, on en sent encore les effets aujourd'hui, 8 ans plus tard, même après 4 ans de gouvernance démocrate. Là, Hillary Clinton, ça a été, vous savez, le canari dans la mine, quoi. C'est annonciateur d'une crise politique dans tout le monde occidental, dans toutes les démocraties libérales occidentales. Elle a été la première victime d'une vague qui déferle encore sur nous. Ainsi s'achève cette série consacrée à 5 grands perdants de l'élection américaine. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en nous laissant des commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse laloupe@l'express.fr. Et pour retrouver tous les contenus de l'Express, je vous invite à vous rendre sur notre site, l'express.fr. Pour profiter de toutes nos enquêtes, nos récits et nos analyses, n'hésitez pas à vous abonner. Cette série a été écrite par Mathias Pengili, réalisée par Jules Cros et produite avec Léa Bertrand et Thibaut Mathieu. Je vous souhaite un bon week-end et la semaine prochaine, on vous a préparé une nouvelle série consacrée à une pratique dont les Français raffolent, malgré des dérives, la psychanalyse. À lundi!